Mesdames, Messieurs, la faculté est heureuse et honorée de votre présence à tous. Je commencerai par dire que rien n'aurait pu se faire sans Marie-Christine Matricou, Marie-Laure Janel, Marion Dalbourg et Myriam Moitrier. Je vous demande de les remercier de tout le travail qu'elles ont accompli depuis des semaines pour pouvoir vous accueillir, nous recevoir et réussir cette manifestation. Rien ne se serait fait non plus sans notre équipe technique, sous la conduite de Jean-François Breuillez, qui a multiplié les allers-retours entre la salle Poirel et la faculté. Salle Poirel où nous nous sommes installés l'année dernière pour la rentrée solennelle, et dont j'ai fini par remarquer qu'elle avait avec la faculté un point commun qui explique peut-être que nous l'ayons choisie comme terre d'adoption, et là le même architecte. Votre présence nombreuse, dont je vous remercie, est déjà un hommage au travail que je viens de souligner. J'y ajoute mes remerciements personnels pour la loyauté indéfectible des personnels administratifs et techniques de la faculté. Équipe technique aussi de la salle Poirel, qui nous a réservé un accueil absolument formidable, répondant à toutes nos demandes, même les plus complexes, voire les plus exotiques. Merci à tous d'avoir créé le cadre dans lequel va se dérouler cette remise de diplômes et cette rentrée solennelle. Nous sommes très heureux d'accueillir évidemment nos invités d'honneur, en la personne évidemment de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel, présent fidèlement à nos manifestations, mais je joins également à cette salutation Madame Sichler-Guestin, conseillère d'État présidente de la Cour administrative d'appel. Les juges administratifs ne sont toujours pas dotés de robes, ce qui nous empêche de les accueillir à l'estrade. Il faudrait que le Conseil d'État fasse quelque chose. Merci, Madame, de votre présence fidèle et de l'accueil que vous avez réservé, comme le fait le Premier Président à la faculté lors de vos rentrées solennelles. Autre invité d'honneur, nous sommes ravis de l'avoir, mais j'y reviendrai, notre président d'université, Pierre Mutsenart, qui vient mettre une couleur différente sur notre estrade, non pas pour souligner la différence des disciplines qui s'effacent naturellement dans la neutralité présidentielle, mais simplement parce qu'il a une robe de grand patron d'université, la robe des présidents. Je veux saluer aussi le directeur du Collégium Droit, Économie, Gestion, le professeur Étienne Criqui, qui accompagne fidèlement la faculté et fait tout ce qu'il peut pour défendre nos positions et les moyens qui nous sont accordés, et qui facilite par son action constante, en mettant de l'huile dans les rouages, le portage de parole de notre maison auprès du grand patron sus évoqué. Merci aussi à Myriam Doria-Duban, directrice de notre pôle scientifique, qui aurait pu venir en robe, mais qui s'est cachée dans la salle avec sa responsable administrative. Merci aux autorités civiles et militaires qui se sont reconnus dans le diaporama de leur présence très assidue à laquelle nous sommes sensibles. La rentrée solennelle, c'est le rendez-vous des hommages, ceux que l'on rend à nos visiteurs, nos partenaires, qui montrent par leur présence l'intérêt qu'ils portent à notre maison. Vous nous faites tous et toutes grand plaisir d'être là. Hommage que l'on rend aussi à nos équipes administratives, et notamment nos services de scolarité, sous la conduite de Brigitte Houselstein, qui ont fortement œuvré à Nancy, et sous la conduite d'Amélie Chevrier à Épinal. Je dois dire à nouveau cette année que, chère Brigitte, vos personnels ont fait merveille en mettant en œuvre simultanément la refonte des services, la nouvelle maquette, les dispositions transitoires, les nouvelles modalités de contrôle des connaissances. Et Dieu sait que les universitaires s'y entendent pour que les modalités de contrôle des connaissances soient compliquées. Nous sommes tous, avec Monsieur le secrétaire général Vincent Principato, très fiers de vous, mesdames, et nous vous remercions. Vincent Principato, à qui je rends aussi hommage pour sa collaboration particulièrement loyale. Quand il est arrivé, il y a de cela seulement quelques années, pour remplacer Christian Abba-Perea, il me disait à chaque fois « nous verrons les choses tranquillement ». Il ne me dit plus que nous les verrons tranquillement. Il a adopté le rythme de Christian Abba-Perea. C'est à croire que c'est le doyen qui énerve les secrétaires généraux.
Nonobstant, comme disent les juristes, celles qui entendent parfois imposer dans les équipes leur volonté de confort personnel en refusant de jouer le jeu de la faculté, notre équipe, dans son ensemble et dans ses forces vives, honore le service public et sait faire passer l'intérêt général avant tout. Hommage que l'on rend à nos équipes techniques, j'y reviens, sous la conduite de Jean-François Broyès, sollicité comme jamais. Et là, nous en avons des idées, qui ont répondu avec efficacité à tous les défis de l'année, y compris, ce ne fut pas le moindre, le réaménagement complet en un été de tout un laboratoire de la faculté occupant un étage. Je veux parler de l'Irénée, que nous avons pu conserver dans nos locaux, au grand désespoir du président de l'université, qui a fini par se résoudre à nos caprices, et je l'en remercie. Je connais des entreprises privées titulaires de marchés publics qui sont beaucoup moins efficaces que nos équipes techniques. Après tout, nous faisons bien de faire les choses nous-mêmes. La faculté, dont ses équipes assurent la maintenance, est admirée de tous ses visiteurs et nous sommes fiers aussi de cette équipe-là. Puis hommage à nos enseignants, mes collègues, que je ne voudrais pas trop flatter à quelques mois du renouvellement du mandat du doyen. Nos enseignants, mes collègues, qui ont mis en œuvre la nouvelle offre de formation avec toute la complexité que nous avions collectivement décidé d'y mettre, mais qui ont fait un travail que, je dois dire, absolument remarquable. Ceci étant, il faudrait qu'un jour, tout de même, le système, quel que soit le moyen, prenne en compte le fait que nos enseignants sont un peu dans des positions différentes. Je veux dire par là que, contrairement à ce qui se passe dans d'autres grandes facultés amies, nos enseignants ne peuvent pas faire passer tous les examens par QCM, que nos enseignants doivent lire des milliers de copies, qu'il devient, avec les années, injuste, va-t-on dire, même si ça n'est pas très juridique. Il devient injuste que la charge de correction de nos enseignants, qui est très supérieure à celle de certains de leurs collègues, n'obéissent pas forcément toujours à la règle pourtant simple, selon laquelle toute peine mérite salaire. Corriger 300 copies, c'est 50 heures de travail. Corriger 300 QCM, c'est 50 secondes dans un lecteur automatisé. Je ne suis pas en train de dire que nous mériterions d'être 3600 fois plus payés que les collègues qui utilisent les QCM, mais il faudra que nous réfléchissions, Monsieur le Président, ensemble, à un système qui intègre dans le service des enseignants la charge de correction des copies, pour que nous puissions mettre en œuvre un jour, éventuellement, le contrôle continu intégral. Il faudra aussi qu'un jour le système, quel que soit le moyen, nous place définitivement à égalité avec d'autres très grandes facultés de France et que nous trouvions avec vous, Monsieur le Président, les moyens de faire des travaux dirigés à effectifs réduits, aussi réduits en tout cas qu'à Paris 2, qui est moins bien classé que nous dans le classement des licences nationales. Et qu'ainsi nous n'ayons pas, parfois du point de vue du traitement des effectifs de masse, pour lesquels notre spécificité doit être reconnue, le sentiment un peu décevant d'avoir quelquefois plus d'ambition que de moyens. Je sais, Monsieur le Président, que vous avez la contrainte d'une gestion équilibrée d'un ensemble qui est plus vaste que nous, que vous recherchez des solutions pour accroître le nombre de nos postes d'enseignants-chercheurs, que vous avez autorisé la faculté à recruter des ATER à mi-temps. Mais il n'en reste pas moins qu'un professeur qui a 350 étudiants à corriger, à interroger, doit être pris en compte, que nos vacataires doivent ne plus être découragés par la masse de travail que nous leur imposons et que, comme c'est le cas à Paris 2, nous approchions progressivement, tranquillement, comme aurait dit quelqu'un, de 25 étudiants par groupe de travaux dirigés pour améliorer considérablement la qualité de la pédagogie pour des étudiants dont je redirais qu'ils en ont grand besoin. Nous voulions vous dire, Monsieur le Président, ce soir, que nous comptons sur votre imagination, je la sais fertile, et celle de toute votre équipe rapprochée, qui nous soutient, je le dis, autant qu'elle peut. Je voulais d'ailleurs remercier ici publiquement Sabine Chopin-Guillot, vice-présidente de l'université, de toute l'aide qu'elle nous apporte et de tout ce qu'elle nous évite comme complications. Je suis donc sûr que, par exemple, la perspective de voir un peu réduite nos dotations en heures complémentaires sera amendée sur l'autel des efforts énormes que nous faisons pour rester les meilleurs en termes de pédagogie, les meilleurs en termes de placement professionnel des étudiants à leur sortie, tout en étant parmi les moins chers par étudiant.
Merci donc à tous ces collègues et à l'équipe présidentielle de tout ce qui va être fait dans l'année à venir pour améliorer sans cesse le service public. Merci aux directeurs de licence, aux directeurs de mention de master, aux directeurs de master 2, aux présidents de section qui font un travail de prospective remarquable. Hommage enfin à nos étudiants, nos associations d'abord, qui ont une activité dont la qualité progresse, bien qu'ils n'aient toujours pas le droit de vendre des gâteaux dans la cour intérieure de la faculté. Les concours d'éloquence, les concours de plaidoirie, les concours internationaux, la participation aux MUN sont nombreuses, les conférences sont particulièrement développées, et leur dévouement à cette maison est sans borne, puisqu'en bon esclavagiste, nous les faisons travailler, y compris dans les cérémonies au cours desquelles on est censé leur rendre hommage. Hommage à nos lauréats, ces étudiants qui ont réussi plus brillamment que les autres encore et qui viendront ce soir retirer un prix, qu'ils sachent bien qu'ils portent loin les couleurs de notre faculté. Cette faculté, forte de ses 5000 étudiants ou presque, va devoir affronter des chantiers. Et quand je dis chantier, c'est un faible mot, lié au niveau catastrophique des étudiants issus du baccalauréat et qu'il va falloir accompagner en créant demain, avec de nouvelles équipes pédagogiques, une véritable prépa-fac destinée notamment à celles et ceux qui n'ont pas de mention bien au baccalauréat et dont les statistiques montrent aujourd'hui que leurs chances d'avoir leur première année sont devenues infimes. La sélection à l'entrée du M1 va se faire probablement à la prochaine rentrée. Et sur ce point, je remercie à nouveau Sabine Chopin-Guillot de nous avoir rassurés quant au calcul de nos capacités d'accueil, en tout cas celles que nous afficherons. La faculté aura aussi, dans les années qui viennent, à mener un chantier énorme de restructuration immobilière. Grâce au talent de négociateur de votre vice-président Vincent Huot, Monsieur le Président, qui a fait un travail remarquable, la faculté aura de nouveaux espaces qu'elle partagera avec le Centre européen universitaire, l'Institut régional du travail et l'Institut de préparation à l'administration générale. Cet énorme chantier à l'horizon 2022, nous dit-on, mais je connais les entreprises, on va dire 2023, au minimum, je ne sais pas 2024, mais ça n'est pas de nous. La faculté connaîtra de nouveaux espaces, se développera considérablement grâce à une renégociation forte habile du contrat de plan État-région, dont on engagera en 2020 les crédits, mais l'achèvement technique. En tout cas, ce sera un projet remarquable et magnifique, et il faut souligner le travail qui a été fait par votre équipe pour donner à ce projet initialement plus limité une très belle ampleur. Monsieur le Président de l'Université, merci d'être venu à cette rentrée solennelle. Vous nous faites plaisir en étant là, et nous attendons avec impatience que vous disiez tout le bien que vous pensez de notre maison, de ses étudiants, de ses équipes, et que vous nous annonciez plein de bonnes nouvelles pour l'année qui vient. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir notre collègue, le président de l'université, Pierre Mutsenart. Monsieur le représentant de Monsieur le recteur de la région académique, chancelier de l'Université de Lorraine, parce qu'on n'a qu'une université en Lorraine, ça simplifie quelquefois les rôles. Monsieur le vice-président du Conseil régional Grand Est et de la métropole du Grand Nancy, Monsieur l'adjoint au maire de Nancy, Madame la conseillère d'État, présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy, Madame la présidente du tribunal administratif de Nancy, Monsieur le procureur de la République près du tribunal de grande instance et le doyen va glisser que bientôt tribunal judiciaire au 1er janvier, Monsieur le vice-président du tribunal de commerce de Nancy, Monsieur le commandant de la base de défense de Nancy, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie Grand Est, Monsieur le commandant de la base aérienne, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau, Madame le représentant de la chambre interdépartementale des notaires, Monsieur le représentant de l'ordre des experts comptables, j'espère que je n'ai oublié personne dans ce qui a été cet accueil. Mesdames et messieurs, collègues de l'université, partenaires de la faculté de droit et de l'université de Lorraine, c'est vraiment un grand plaisir que d'être ici aujourd'hui. C'est toujours un peu délicat pour moi, alors c'est pas seulement la couleur de la robe qui me fait que je suis un peu plus visible que d'autres, de prononcer un discours dans un temple de l'éloquence
auprès de collègues qui manient le verbe avec beaucoup d'élégance. J'ai bien pensé à faire un discours avec des formules mathématiques et quelques formules chimiques, mais je pense que ça aurait été un peu décalé. Pour autant, j'ai toujours été très curieux de la recherche et de la formation dans toutes les sciences, dont celle des sciences juridiques, politiques et de gestion, parce que je suis passionné par l'ensemble des activités de l'université qui est notre alma mater. Il faut allier recherche et enseignement, il faut allier différentes formes d'innovation dans un monde qui bouge beaucoup et où la question de la formation des futurs citoyens et de nos diplômés est une question que l'on doit remettre sans cesse sur l'établi. Et je voudrais saluer le travail à la fois des équipes administratives et des équipes d'enseignants et d'enseignants-chercheurs de la faculté pour ce travail qui est de remettre quand même très souvent sur l'établi le travail à réaliser, d'être aussi innovant dans un certain nombre de domaines, en créant des doubles diplômes, en créant des parcours particuliers pour nos étudiants. Je le disais, notre alma mater, c'est l'Université de Lorraine, et sa devise est celle de la pluri et de l'interdisciplinarité. Nous avions dit, faire dialoguer les savoirs, c'est innover, et ce n'est pas une devise facile qui, même si notre université maintenant sort de sa petite enfance avec ses 7 ans, reste quand même un véritable défi qui s'offre à chacun d'entre nous. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le relever parce que nous pouvons voir, et je vois avec plaisir, de plus en plus d'interactions entre cette faculté et d'autres domaines, ce qui n'était pas, je dirais, il y a quelques années, la même réalité. Parce qu'en fait, la question qui se pose à nous, c'est pas de savoir si les champs du droit et de l'économie vont être profondément bouleversés, c'est plutôt quand. Je ne sais pas si ce sera demain, dans 5 ans, dans 10 ans, mais quand nous regardons l'ensemble des progrès technologiques qui s'appliquent, notamment avec ce qu'on appelle les données massives, les outils d'aide à la décision et une sorte d'ubérisation, quelquefois, d'un certain nombre de métiers, je pense que nous devons réfléchir à comment appréhender ce monde, à la fois pour nos étudiants et à la fois dans nos formations. Et si le secteur du droit, qui est un secteur où, je dirais, le côté relationnel et le côté intellectuel des métiers le protège plus que dans d'autres métiers plus répétitifs ou plus techniques de ces grands courants qui viennent avec l'intelligence artificielle, il nous faut quand même anticiper dans la formation de nos étudiants l'usage, la compréhension, voire susciter aussi l'innovation pour créer ces outils de demain. Et il ne faudra pas rester à quai. Ce monde de demain, personne ne peut l'imaginer ou le préparer en restant dans les frontières de sa discipline. Il faut croiser, confronter, combiner, capitaliser, convertir. De ce dialogue des savoirs naissent les plus grandes innovations, la meilleure capacité à anticiper un futur qui est très incertain. Et cela implique toutes les formes d'innovation, et je pense que la faculté, ses professeurs y ont toute leur place, et je le dis, j'attends peut-être qu'il y ait encore plus d'interactions avec d'autres domaines pour cette belle faculté de droit, d'économie et des sciences de gestion. Ceci étant, vous avez fait quelques appels, monsieur le doyen, sur la question des moyens. Alors c'est vrai que ces moyens, et on peut le regretter, je le dis devant des représentants des collectivités territoriales et de l'État, la dépense par étudiant en France a baissé. Les questions de recherche avec une future loi pour la recherche nous ont montré, j'ai participé au groupe de travail, qu'un retard certain a été pris par la France dans son investissement dans ces domaines et que oui, nous sommes sous une pression financière qui est importante, combinée aussi à une pression démographique, notamment dans un certain nombre de secteurs comme celui du droit. Le plan campus, qui a été initié par mes prédécesseurs, a permis déjà de financer la construction d'un bâtiment dédié à la recherche que nous allons bientôt inaugurer,
qui, c'est vrai, nous a conduit à quelques discussions entre le directeur de ce laboratoire et l'université parce que nous pensions l'y installer. Finalement, les choses vont être différentes, mais pour autant, c'est bien des nouveaux espaces recherche qui vont se développer pour la faculté de droit, mais aussi pour d'autres pôles scientifiques et pour la Maison des sciences de l'homme. Et nous aurons plaisir, je pense, début premier semestre de l'an prochain, à inaugurer ces bâtiments. Pour autant, un travail remarquable a été réalisé pour la réinstallation du laboratoire à l'intérieur de la faculté. On aurait pu peut-être en discuter sous d'autres modalités dans le timing, mais ce qui est fait, et je pense que ces réaménagements, il me faut les saluer parce qu'ils permettent aussi, notamment au personnel, mais aussi aux étudiants, notamment aux doctorants, d'être beaucoup mieux installés. J'ai souhaité qu'on continue à investir en formation, vous l'avez dit, pour rediriger des crédits qui étaient du contrat de plan État-région actuel pour la réfection d'une partie des bâtiments de la faculté, pour accueillir l'IRT, pour réunir l'ensemble des composantes nancéennes du collégium DEG au même endroit, parce que c'est bien la vision que nous avons. Bien sûr sur Metz, sur Nancy, parce que sur Metz, il n'y en a qu'une dans ce collégium. Je salue le doyen au passé. Il nous faut investir et continuer à investir dans ces locaux qui sont extrêmement importants à la fois pour nos étudiants, mais aussi pour les personnels. Et moi, j'ai bon espoir que les travaux commencent à la fin de l'an prochain. Il n'y a pas de raison qu'ils ne commencent pas à la fin de l'an prochain. Après, il y aura certainement 18 mois de travaux et nous souhaitons en tout cas que cela aille vite. Alors peut-être que la fin de la réalisation, vous avez raison, sera pour 2022 ou 2023. Nous le verrons. Sur la question des moyens, il y a des questions que je ne peux résoudre au niveau d'un président d'université quant à la prise en compte, par exemple dans le service ou d'une manière ou d'une autre, de la correction des copies. Puisque la correction des copies fait partie d'un statut d'enseignant-chercheur auquel, je crois, un certain nombre de nous sommes attachés. Et ce que vous avez dit témoigne en effet d'une disparité dans ce qu'est le métier d'enseignant-chercheur, suivant les disciplines, suivant les lieux où on l'exerce, suivant le type de composante où on l'exerce, et de penser qu'un statut unique peut répondre à l'ensemble des questions et des situations, c'est tout simplement faux, mais c'est un statut auquel un certain nombre de collègues ne veulent pas toucher ou ne veulent pas faire évoluer, alors qu'il en aurait besoin. Je prends une autre référence, qui est cette référence aux 192 heures d'enseignement présentiel, souvent dépassée ici de par les contraintes en nombre d'étudiants, affectant de par là même le temps consacré à la recherche. Elle est quand même un peu désuète à l'heure où nous parlons, quand on voit les enseignements hybrides que l'on peut faire, les enseignements à distance qui ne sont pas comptabilisés, d'autres types d'enseignements qui viennent à se faire, et nous avons besoin certainement de plus d'innovation et de flexibilité. Pour autant, et vous le savez, nous continuons à investir aussi non seulement dans les espaces et les nouveaux équipements, mais aussi sur les postes supplémentaires que nous pouvons obtenir. Dès que nous pouvons dégager des postes, et vous pouvez en être témoin, en tout cas Étienne Criqui l'est, ces postes sont affectés à l'ensemble, je dirais, droit, économie, gestion, parce que je n'oublie pas la question des gestionnaires qui sont aussi en sous-effectif. Quand nous avons eu des nouveaux postes dans le cadre de la loi Auré, ils ont été principalement affectés sur ces disciplines, et le travail qui a été fait par la première vice-présidente de regarder des monnaies d'échange entre les collégiums et les pôles scientifiques conduit à ce que le renforcement en termes de moyens humains soit fléché sur les facultés de droit, d'économie ou sur les composantes de gestion. J'ai vu le directeur de l'IAE dans la salle, me semble-t-il. Nous sommes tout à fait conscients de cela. Je dirais, nous faisons comme nous pouvons le faire. Nous aidons avec quelquefois une adaptation des règles, mais qui restent des règles générales,
pour que, notamment pour les ATER, vous l'avez cité, ou dans d'autres situations, nous puissions mieux accompagner tout l'effort qui est fait par chacun des collègues tous les jours pour l'accueil et la réussite de nos étudiants. Vous pouvez donc être assuré de mon soutien avec les moyens qui sont ceux qui nous sont dévolus et qui ne sont pas simples, en effet, à répartir. Mais je dirais que l'université, elle a besoin autant de vous que vous avez besoin de l'université. Parce que je pense que nous avons devant nous un certain nombre de préoccupations et de grands enjeux sociétaux que nous ne pourrons résoudre ou nous ne pourrons placer l'université dans, je dirais, la vision d'une grande université de recherche et d'une grande université européenne que si nous abordons ces sujets ensemble. Ces enjeux sociétaux qui sont quelquefois relativement simples, on parle de l'énergie, du savoir-vivre ensemble, des visions politiques, sont des enjeux pour lesquels l'ensemble des disciplines doivent contribuer. Et j'aimerais que notamment le droit, quelquefois, participe plus à cette dynamique. Des choses ont été engagées et le sont et vont dans ce sens-là, mais je pense qu'il y a encore des marges de progrès pour innover dans ce domaine. Ce que je voudrais saluer, et je crois que c'est un mouvement de fond que vous avez aussi salué en parlant de nouvelles offres de formation, c'est tout le travail qui est fait finalement de rénover et de transformer les formations à la faculté de droit. Les facultés de droit sont réputées, excusez-moi, je vais le dire ici, comme étant quand même des facultés qui sont des facultés assez conservatrices quant aux innovations dans un certain nombre de domaines, mais je n'ai pas ce sentiment au niveau de la faculté de droit, que ce soit de Metz ou de Nancy, avec des initiatives dans le domaine de la pédagogie qui, j'espère, inspireront vos collègues dans d'autres lieux. En tout cas, je crois que cette démarche doit être saluée. Vous préparez le monde de demain, pour vous, pour l'université bien sûr, mais surtout pour nos étudiants, et je voudrais que l'ensemble des professeurs et des personnels de la faculté du droit en soient remerciés. Merci beaucoup. Monsieur le doyen. Merci, Monsieur le Président. Alors je demanderai, parce que j'ai des échanges avec l'équipe technique, à tous ceux qui vont venir au pupitre de parler le plus près possible, sans le manger naturellement, des micros, pour que le retour son sur scène, qui existe mais ne peut pas être monté pour éviter l'effet Larsen, si j'ai bien compris, soit optimum. Nous allons maintenant procéder à l'installation des nouveaux collègues qui viennent d'arriver à l'Université de Lorraine ou qui, étant déjà à l'Université de Lorraine, mais étaient par exemple chez Pierre Tiffin à Metz, nous ont rejoints à la faculté et auxquels nous allons souhaiter la bienvenue. Nous les accueillerons avec le président de l'université, bien sûr. J'appelle d'abord Madame Cécile Bourreau-Dubois, vice-doyen et présidente de la section de sciences économiques, à me rejoindre, ainsi que Monsieur Clément Matonat. C'est un signe qui voulait dire viens par là, oui, si tu veux. Voilà. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter Clément Matonat, qui a été recruté comme maître de conférence en économie sur un poste orienté finance et qui a été recruté l'année dernière pour une rentrée cette année universitaire. Il a soutenu sa thèse en 2017 à l'université de Clermont-Ferrand et cette thèse portait sur l'origine et les conséquences des crises bancaires récentes. Clément Matonat est donc logiquement très impliqué dans les formations qui sont proposées par l'IUP Finance. L'une des nombreuses qualités de Clément est son goût pour la transmission. Alors la transmission aux étudiants, c'est bien naturel quand on est enseignant-chercheur, mais pas seulement, parce que Clément est aussi très soucieux de rendre accessible au grand public les enseignements des travaux de recherche réalisés en économie, et il a ainsi fréquemment animé des manifestations destinées au public non académique.
Bref, si d'aventure vous aimez les manifestations de médiation scientifique, vous serez donc très probablement amené à revoir très prochainement Clément Mattona, que je vous invite à applaudir. On va pas le forcer Non, à parler. d'accord. Donc, je vous invite à regagner ta place. Voilà. Et donc, j'invite mon collègue, le professeur Olivier Damet, à nous rejoindre. Alors, Olivier Damet, c'est un peu un enfant de la maison, puisqu'il a été étudiant à la faculté. Il y a soutenu sa thèse il y a 12 ans sur la taxation des transactions de change, qu'on appelle la taxe Tobin. Avant d'être nommé professeur des universités à la faculté, Olivier a été très mobile, comme les capitaux internationaux sur lesquels il a beaucoup travaillé dans le cadre de sa thèse. Après sa thèse, il a occupé un poste d'économètre à la Banque de France, puis il a été recruté comme maître de conférence à l'université Paris 12. En 2015, il a été nommé professeur à l'UFR DEA de Metz, puis il a rejoint à la rentrée la faculté de droit de Nancy. Il est actuellement responsable du master économie appliquée et directeur du parcours ingénierie financière de marché, qui est notamment un master cohabilité avec une université polonaise et une université portugaise. Alors, même si Olivier a posé tout récemment ses valises à Nancy pour enseigner, sa carrière de chercheur ne se limite pas aux frontières nationales. Et en effet, les travaux de recherche actuels qui sont menés par Olivier sur les liens entre macroéconomie, énergie, climat, le conduisent à être très souvent sollicité dans de nombreuses universités européennes et internationales. Bravo, Olivier. J'invite désormais monsieur le professeur Julien Lapointe, que j'ai vu, à nous rejoindre, mais qui est dans la salle. Voilà. Alors, le planning vous indique que c'est moi qui dois présenter le professeur Julien Lapointe, mais comme je parle beaucoup, je me suis dit que finalement j'allais me défiler et que j'allais inviter un historien du droit à présenter un professeur d'histoire du droit, ce qui finalement est logique. Et cette tâche incombe à monsieur Jean-François Gicquel. Et voilà. Merci beaucoup. Mon cher Julien, je suis ravi que tu sois revenu près de nous après avoir une brillante carrière. Alors Julien, je vais le présenter quand même, il a été mon étudiant, j'en suis extrêmement fier, c'est aussi un ami très proche. Il va nous être d'une aide ô combien précieuse. Il a réussi le concours d'agrégation la première fois avec un calme et une sérénité absolument extraordinaire. Il allait passer ses leçons comme il allait acheter une baguette de pain. Julien a une grande force de caractère et c'est quelqu'un qui est passionné d'histoire lorraine, puisqu'il a fait une thèse remarquable sur les États sous le règne de Charles III, je ne me trompe pas. On peut compter sur lui, d'ailleurs, dorénavant, pour raviver la flamme de l'histoire du droit lorrain. Je pense que ça fera plaisir à pas mal de gens dans la salle qui y sont très attachés. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui adore les tâches administratives, ce qui n'est pas du tout mon cas, entre autres, enfin, du moins pas celle qu'il aime. Donc nous sommes ravis de pouvoir compter sur lui, et d'après les bruits de couloir qui circulent à la faculté, il se dit qu'il va se présenter à la direction de l'IFG, ce que je soutiens totalement, voilà. Et je suis persuadé que ce sera un excellent directeur, voilà. Alors je suis absolument ravi que tu sois là, je suis très fier de toi, mais comme on dit, l'élève a dépassé le maître et c'est très bien ainsi. Voilà, merci. C'est le professeur Laurent Sereau que nous accueillons maintenant, et qui va vous être présenté par le président de la section droit public, le professeur Christophe Fardet.
Merci, Monsieur le Doyen. Monsieur le Président, chers collègues, chers amis de la faculté, cher Laurent, pourquoi ne pas le dire? C'est véritablement ému que j'accueille au nom de la faculté le professeur Laurent Seurat. Il nous revient de l'université de Franche-Comté et mon émotion n'est pas due au fait qu'aujourd'hui même c'est son anniversaire. Encore. Encore que si le hasard fait bien les choses, aujourd'hui, sa robe, si elle est conçue sur les canons des robes universitaires calquées sur les robes monastiques, devrait comporter 33 boutons. Mais mon émotion provient de ce que j'ai pleinement conscience d'accueillir un des derniers représentants d'une espèce en voie de disparition. Ne vous y trompez pas, malgré sa jeunesse, sa gentillesse, son air sémillant, des indices scientifiques probants existe. Le professeur Seurat pourrait bien être un dinosaure du droit, un sauropode en quelque sorte. D'abord en ayant accompli, sans jamais redoubler évidemment, ses études de droit dans la faculté qu'il retrouve enfin, en n'ayant jamais eu, j'y insiste à l'attention des étudiants présents dans la salle, en n'ayant jamais eu de mention inférieure à la mention bien, mais 2 fois de suite en première et deuxième année, ça frise quand même la faute de goût. Après avoir obtenu le prix, toute discipline juridique confondue, de meilleur étudiant ayant fait ses 4 premières années à Nancy, en ayant décroché, enfin avec mention très bien, c'est une évidence, le prix du meilleur étudiant en M1 puis en M2. Laurent Seurat était déjà, vous l'avez compris, sur la pente fatale du quasi-phénomène de foire. Franchement, avec de telles notes et de telles mentions, pensez-vous que vous êtes un exemple pour la jeunesse? Ensuite, et pire encore, en ayant fait une thèse remarquée sur l'autorisation administrative en 4 ans, il est l'un des derniers représentants de cette catégorie de chercheurs qui aura fait sa thèse en plus d'1 année. Car je n'ai aucun doute sur le fait qu'on finira par nous imposer cette durée maximale. Soyons cohérents. Dès lors qu'on n'exige plus de nos étudiants qu'ils sachent lire, pourquoi exiger de nos docteurs qu'ils sachent écrire? Pour ne plus rien dire à des gens qui ne lisent plus rien, 1 an, c'est suffisant. Enfin et surtout, en étant agrégé à moins de 30 ans, il a pleinement participé à l'extinction de son espèce. Nous sommes en France, oui ou non? Va-t-on encore longtemps et sans rien dire accepter la réussite des gens les plus brillants? Car à ce compte-là, si on n'y prend pas garde, l'intelligence, l'effort, la rigueur continueront d'être les critères de sélection dans nos disciplines. Il est grand temps de réagir. Organisons la Saint-Barthélemy de l'agrégation et du CNU réunis. Bientôt, et qu'on se rassure, on pourra enfin recruter qui on voudra, comme on voudra, sur les critères qu'on voudra. Ce sera l'open bar du recrutement. De cela, il n'y a vraiment pas de quoi être fier, Laurent. Ce jour-là, croyez-moi, ils la ramèneront moins, ceux qui furent recrutés sur des critères d'intello. Mais le grand soir du recrutement, celui qui précède la nuit sombre, n'étant pas encore venu, qu'il me soit permis d'accueillir parmi nous avec ravissement et enthousiasme le professeur Laurent Seurat, un professeur agrégé de droit public revenant dans sa faculté de droit, il y est chez lui. Je vous invite, cher Laurent, à regagner votre place et invite votre collègue, le professeur Rémi Dalmau et le doyen Olivier Cachard à venir nous rejoindre. Monsieur le Président, Monsieur le Doyen, chers collègues, Mesdames et Messieurs, chers amis de la faculté, cher Rémi, voilà presque 1 an, jour pour jour, que nous nous sommes rencontrés, Rémi, dans un cadre non moins solennel que celui-ci, certes un peu moins éclairé, mais où la robe rouge était portée d'un côté de la table seulement. Et je suis donc très heureux ce soir de pouvoir vous présenter, lors de cette rentrée solennelle qui, Monsieur le Président, je tiens à le dire, réunit les acteurs de la capitale juridique et administrative du Grand Est, la seule ville où l'on a à la fois une cour administrative d'appel et une cour d'appel. C'est un signe important et un ancrage pour la faculté. Cher Rémi, vous entrez à l'École normale supérieure de Cachan en 2005, si je ne m'abuse, et s'y dessine déjà, je crois,
votre intérêt pour l'économie et pour le droit des affaires. Vous soutenez en 2014 une thèse de doctorat en droit européen des affaires. Le titre un peu mystérieux évoque la désactivation de la norme nationale par le juge européen, un titre que peut-être James Bond ou Q n'aurait pas renié. Vous publiez déjà de très nombreux articles, notes d'arrêt, en fiscalité, en droit des sociétés, en droit des procédures. Recruté comme maître de conférence à l'université Panthéon-Sorbonne, vous vous y investissez pleinement, année du concours ou pas, notamment dans la préparation des étudiants à l'examen du barreau. Et vous avez participé à l'élaboration d'un ouvrage de référence qui prépare ces étudiants au droit des affaires. Vos missions à l'étranger sont régulières, notamment à l'Institut de droit des affaires internationales du Caire. Vous avez aussi une passion pour Winston Churchill, celui sans qui, nous, continentaux, peut-être nous ne serions pas si libres qu'aujourd'hui, ne l'oublions pas alors que nous raillons nos amis britanniques. Sans Churchill, qui serions-nous? Votre passion pour Churchill, donc, vos déplacements au Caire ou ailleurs, en disent long sur votre ouverture internationale. Et nous savons, Monsieur le Président, à quel point l'ouverture internationale est un marqueur et de notre université et de notre faculté. Il vous reviendra dans quelques minutes, cher Rémi, un peu de patience, de sacrifier au rituel du discours d'usage et de montrer que si les professeurs de droit sont des scientifiques, ils sont aussi des artistes et que leur art mérite à coup sûr un Oscar, même s'il ne s'agit ni d'un numéro de claquette, ni d'un numéro de cinéma muet. Bref, nous sommes vraiment très heureux collectivement de vous accueillir, cher Rémi. Merci. Je vais demander à présent à Sabine Chopin-Guillot de présider symboliquement la remise des titres de docteur. Merci, Monsieur le doyen honoraire. Mesdames et messieurs, effectivement, cette année, 16 thèses, dont vous trouvez la liste sur le livret qui vous a été remis, ont été soutenues ici, à la faculté de droit. 9 en droit privé, dans le cadre de l'Institut François Génie, 4 en droit public, rattachés à l'Irénée, et 3 en sciences économiques, avec le soutien du BETA, les 3 laboratoires de la faculté. C'est le témoignage de ce que les générations de chercheurs se renouvellent et que nos laboratoires continuent à pousser les étudiants vers le doctorat. Il est important chaque année de souligner le travail long, difficile. Effectivement, on n'est encore pas à des thèses en une année, malgré ce que nous a dit le professeur Fardet. C'est encore un travail de longue haleine, de celles et ceux qui vont jusqu'à la soutenance de leur thèse. 2 seulement ont pu être présents ce soir, mais il est important de saluer à travers eux l'ensemble des docteurs de la faculté. J'invite ces 2 docteurs présents à nous rejoindre sur scène. C'est M. Fardet, professeur, directeur de l'Irénée, qui va leur remettre leur titre. On a perdu le deuxième doctorant. Apparemment, pardon, elle n'est pas présente. Donc, Clotilde Michelet. Heureusement, on en a une quand même. Tous les ans, la faculté vit des moments difficiles et voit disparaître ses anciens. Cette année a été marquée par le départ de 2 de nos professeurs de droit public. D'abord, le doyen Paul Jacquet nous a quittés au début de cette année 2019. Ancien doyen de la faculté,
dont le parcours est retracé dans le livret qui vous a été remis. Il a été une grande figure de cette maison et pour avoir été son étudiant, son chargé de travaux dirigés, c'est avec une profonde tristesse que j'avais appris son départ. J'ai eu l'occasion, dans d'autres cérémonies, de le saluer longuement et je sais qu'il n'aimerait pas beaucoup que je développe beaucoup son hommage, tant il était modeste. Une seule illustration, il avait toutes les décorations de la République et ne s'en est jamais fait remettre aucune, à l'exception de la médaille de la jeunesse et des sports, puisqu'il était à la fois un grand sportif et qu'il avait créé à la faculté une option disparue depuis, allez savoir pourquoi, droit du sport, qui n'est plus pratiqué. Il faut dire que l'option comprenait non seulement du droit, mais aussi une pratique sportive. Ce qui évidemment compliquait singulièrement le choix de l'option. Le doyen Paul Jacquet était un grand constitutionnaliste, un grand spécialiste de l'histoire des idées politiques. Il a marqué des générations d'étudiants et il fut, un de mes prédécesseurs aussi, doyen de la faculté. Il nous manquera longtemps, même si dans le cœur de chacun de ces milliers d'étudiants, il restera comme un homme d'une infinie rigueur scientifique et d'une pédagogie sans égale. Un de ces étudiants, un des rares d'ailleurs qui avait soutenu sa thèse sous sa direction, à savoir le professeur Christian Gosserez, nous a quittés par la suite, un peu avant lui, à la fin de l'année 2018. Lui, c'était l'incarnation du droit fiscal. Directeur, dans les dernières années de sa carrière, du Master 2 DJCE, aujourd'hui dirigé par notre collègue Caroline Ouin-Bresson, Christian Gosserez a été l'un des premiers à croire en la vertu de l'enseignement professionnalisant, puisqu'il a misé, avec le professeur Philippe Merle et le doyen Bernard Gross, sur le DJCE et les DESS, qui étaient fort minoritaires à l'époque où il enseignait. C'était un homme d'une incroyable culture, comme Paul Jacquet d'ailleurs, un homme d'une très grande richesse, d'une très grande modestie, et qui manquera à tous les étudiants dont il assurait le suivi bien au-delà de leur diplomation et avec lesquels il avait gardé des relations authentiques d'amitié et de fidélité. Deux grands hommes nous ont donc quittés. Leur faire observer une minute de silence étant à l'université qui ne doit jamais se taire une pratique sinistre, je vous propose de sacrifier un autre rituel que nous adoptons pour rendre hommage à nos disparus, une minute d'applaudissements. Le professeur Fardet a souligné à quel point Laurent Seurat était brillant. Il va pouvoir le démontrer maintenant, puisque c'est lui que j'appelle pour présider à la remise des prix des meilleurs étudiants en licence. Laurent, c'est à toi. Mesdames et messieurs, nous allons remettre les titres de lauréats aux étudiants ayant obtenu leur capacité et leur licence en droit. J'invite Monsieur le doyen Cachard, Madame Pascale Etienneau, vice-doyen, directrice de la licence droit, Madame Cécile Bourreau-Dubois, vice-doyen, présidente de la section de sciences économiques, Madame Nicole Kuhn, directrice de la capacité, Monsieur Jean-Michel Gasser, directeur du magistère, et Monsieur Jean-François Giquel, directeur de la licence professionnelle métier du droit et de l'immobilier. Maintenant, mesdames et messieurs les lauréats de capacité, licence droit orientation publique, privée, mixte, parcours des pays de common law, parcours magistère et licence professionnelle des métiers du droit et de l'immobilier, venez nous rejoindre. Madame Nicole Kuhn,
remet le prix aux meilleurs étudiants ex aequo de capacité en droit à Madame Véronique Demès et Madame Malika Wadou. Je les invite à nous rejoindre et à rester avec nous pour la... J'appelle Madame Florence Delmas, responsable développement des compétences de la Caisse d'épargne Grand Est Europe, qui va, avec Madame Pascale Etienneau, remettre le prix de la licence orientation droit public à Monsieur Clément Schneider. Et j'invite les lauréats à rester avec nous pour la photo qui suit. J'invite Monsieur Charles Cunat, président du tribunal de commerce, qui va remettre le prix de l'Association des juges consulaires avec Pascale Etienneau au lauréat de la licence droit orientation droit privé, à Madame Marie Valzer. Que j'invite également à rester. Monsieur le doyen Olivier Cachard remet le prix pour les pays de Common Law à Madame Colline Fonderflick. Monsieur Jean-Michel Gasser, directeur du magistère, va remettre le prix de lauréat pour le parcours magistère à Madame Sarah Kedaïfa. Monsieur Jean-François Giquel, directeur de la licence, va remettre le prix de lauréat pour le parcours licence professionnelle, activités juridiques, métiers du droit et de l'immobilier, ainsi qu'un ouvrage offert par l'Institut François Génie à Madame Gabrielle Galineau. Et nous passons à la photo. Je passe le relais à mon collègue Bruno Lova. Mesdames, Messieurs, nous allons remettre les titres de lauréats aux étudiants ayant obtenu leur licence en sciences économiques et double parcours. Je demande aux lauréats de licence économie, de licence éco-droit, de licence finance, de licence pro de l'IUP à monter sur scène. J'invite Madame Cécile Bourreau-Dubois à nous rejoindre, ainsi que Monsieur Daniel Dupont, directeur de la Banque de France, qui va remettre un prix à la lauréate de la licence économie parcours économie, Madame Aline Bildan.
J'appelle Monsieur Christophe Petitjean, vice-président du Conseil de l'Ordre des experts comptables, à venir sur scène. Avec Madame Cécile Bourreau-Dubois et Pascal Etienneau, ils vont remettre le prix du meilleur étudiant de la double licence économie parcours droit et droit parcours économie à Monsieur Raphaël Martini. Je demande à Muriel Michel Clupot, directeur de l'UP, vice-doyen, de venir parmi nous. J'appelle Monsieur Charles Martinet, directeur d'agence de BNP Paribas, qui va remettre avec Muriel Michel Clupot le prix de la licence Parcours Finance à Madame Mariana Sultanova. Toujours avec Monsieur Martinet, le prix de lauréat de la licence Assurance Banque Finance, chargé de clientèle, parcours marché des particuliers en formation initiale, à Monsieur Quentin Lassauge. Madame Muriel Michel Clupot va remettre le prix de lauréat de la licence professionnelle Assurance Banque Finance, parcours marché des particuliers, rentrée décalée mars 2018, mars 2019, à Madame Camille Vandal. J'appelle Monsieur Christophe Devigne, responsable de formation à la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, à nous rejoindre sur scène. Et en l'absence excusée de la Major, Marine Didier, de la licence professionnelle Assurance Banque Finance, chargée de clientèle, parcours marché des particuliers, formation continue. Il remet le prix à Muriel Michel Clupot, qui fera suivre. Donc maintenant, on va procéder à la photo. C'est avec un grand plaisir que je vais céder la parole à celui qui, parmi nous, a la tâche la plus rude, à savoir prononcer le discours d'usage, privilège réservé aux plus jeunes agrégés. Il a obtenu le concours de l'agrégation de droit privé 2019, dans lequel siégeait le doyen Olivier Cachard. J'accueille le professeur Rémi Dalmau. Mesdames et messieurs, chers collègues, donc on m'a dit que le nouvel agrégé doit faire un discours à la rentrée solennelle et cette année, ça tombe sur moi. Alors si j'ai choisi l'université de Nancy, c'est parce que je suis toulousain. Mais pourquoi, me direz-vous ? D'abord parce que vous l'avez remarqué, je suis désormais professeur de droit privé, pas de géographie. Ensuite, parce que bercé depuis mon plus jeune âge avec le ballon ovale et les exploits du 15 de France comme celui du week-end dernier, je voulais aller dans la ville du plus célèbre joueur de rugby français, vous l'avez reconnu, Michel Platini.
En fait, je crois que la raison principale est que même si je suis pas spécialiste du plagiat, l'hôtel de ville de la place Stanislas m'a irrésistiblement attiré. Plagiat, je vous vois surpris. Comment cet étranger, avec sa manière bizarre de prononcer certains mots, rôle, rose, jaune, et de parler de chocolatine, ose s'en prendre à l'un des joyeux de la ville? Mais, vous pouvez le constater, il y a quand même une ressemblance. L'hôtel de ville est donc une copie, moins rose certes, mais une copie quand même, de la place du Capitole. J'ai donc choisi Nancy, car je me suis dit que je me sentirais chez moi. Mais malgré toutes ces bonnes raisons, si j'avais su que je devais venir ce soir, j'aurais pas choisi Nancy. Car le prétendu honneur, usage qui m'est fait est en réalité un véritable bizutage. Et je m'y connais en bizutage. Je viens de passer le concours d'agrégation, qui est en fait un bizutage qui dure 1 an. Merci Olivier. Je ne vous parlerai que d'une épreuve parmi tant d'autres, la leçon de 24 heures. Formidable élan de solidarité entre candidats, docteurs, doctorants, pour ceux qui l'observent de l'extérieur, mais qui oblige en vérité à réunir une équipe de gens compétents, à débourser des sommes folles pour trouver un lieu pour la nuit à Paris. Il faut aussi passer une nuit blanche, stressée, gorgée de café, de bonbons et d'autres cochonneries. Et enfin, le pire, c'est que le lendemain, on doit faire bonne figure devant le jury sans avoir dormi. La fin du concours ressemblait donc à un happy end, une féerie dans laquelle j'ai choisi Nancy par une belle journée de juin. Mais vous le savez tous, les happy end, ça dépend toujours du moment où on arrête le film. Car me voici à peine arrivé que plusieurs collègues me parlent de cette rentrée solennelle et du discours. Aïe. Et puis j'ai rencontré le doyen, qui me dit tout de suite, ravi, que je dois faire un discours devant une salle de 1000 personnes. Le sourire en coin, le dit doyen, me précise que ce sera en robe. Ah, je le sens bien le bizutage là. Et quelques secondes plus tard, il ajoute, avec un sourire carnassier, que c'est un petit bizutage. Je le savais bien. Et en plus, j'ai un aveu. Alors en juriste, je suis allé consulter la loi, car je me souvenais que le bizutage est prohibé. Et j'ai ainsi retrouvé l'article 225-16-1 du Code pénal. Je cite. Or, les cas de violence, de menace, on m'a quand même dit que si je venais pas à plusieurs reprises, je serais très mal vu, ou d'atteinte sexuelle, je vous rassure, jusqu'à présent, tout s'est bien passé. Le fait pour une personne d'amener autrui contre son gré à subir ou à commettre des actes humiliants, en revanche, c'est la première fois qu'on m'oblige à porter une robe en public, je reprends, à subir ou à commettre des actes humiliants, dégradants, ou à consommer de l'alcool de manière excessive, ça j'ai bien compris que ce sera tout à l'heure, lors de manifestations ou de réunions liées au milieu scolaire, sportif, socio-éducatif, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Je vous tiens, monsieur le doyen. Et en plus, vous avez avoué. Et vous, chers collègues, vous êtes ses complices, une vraie bande organisée. Quant à vous, monsieur Cachard, je dois dire qu'après votre année de jury du concours d'agrégation, vous êtes un récidiviste. Bon, vous l'aurez compris, je ne suis pas pénaliste, mais un juriste qui arrive à faire dire n'importe quoi à un texte. Alors, revenons-en à des considérations un peu plus juridiques. Cet honneur m'a conduit à chercher un thème pour mon discours. Et ici, mon prédécesseur, à côté de qui j'étais assis tout à l'heure, dans cette galère, m'a aidé d'une grande aide, et je l'en remercie chaleureusement. Constitutionnaliste de son État, l'an dernier, il rappelait sans ménagement à nos collègues administrativistes la supériorité hiérarchique et morale du droit constitutionnel. À cette tribune, il est donc d'usage de parler de supériorité. Bon, j'allais quand même pas vous ennuyer avec mon complexe, mais je me suis dit que j'allais vous parler d'une autre supériorité, bien réelle celle-là, la supériorité morale de ma spécialité, le droit des affaires. Oui, les civilistes se pâment de l'existence d'obligations quasi morales en droit, les fameuses obligations naturelles, et même de l'existence de bonnes mœurs. Mais force est de constater que le droit des affaires est supérieur en tout point aux autres matières. Supérieur par comparaison avec ces autres branches du droit privé, et supérieur ensuite lorsqu'il combine ses forces avec le droit fiscal. Pour commencer, je partirai d'un cas simple, celui de la création d'une société commerciale qui a vocation à gérer un site de rencontre. Je vous le rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, que le Code civil instaure la fidélité comme l'un des devoirs des époux. L'article 212 du Code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Pas de tromperie, pas de coucherie, sinon on risque le divorce pour faute.
Les époux sont prévenus, car l'article 212 du Code civil est lu par le maire au moment du mariage. Pourtant, en droit des affaires, créer un site internet de rencontres extra-conjugales pour jouer les entremetteurs en matière d'adultère, est une activité parfaitement licite. Et les tribunaux n'en sont pas plus choqués. C'est une activité commerciale comme une autre. Les publicités sur les bus, invitant à avoir une maîtresse ou à retrouver son amant, sont parfaitement valables. Le business est intéressant, il y a un marché. N'est-ce pas la supériorité morale du droit des affaires qui se manifeste ici? Mais je sens bien que vous n'êtes pas encore persuadé de la supériorité morale du droit des affaires. Je prendrai donc un deuxième exemple. Chacun sait que le droit du travail cherche à protéger les salariés. On ne licencie pas son personnel n'importe comment. Et les travaillistes, enfin certains d'entre eux, sont les défenseurs des pauvres travailleurs face au grand capital. Et en cas de licenciement collectif, il faut donc un motif économique pour justifier un plan de sauvegarde de l'emploi. Mais si le motif économique n'est pas suffisant, les licenciements ne peuvent avoir lieu. Alors comment trouver un motif économique? Le droit des affaires est d'un grand secours. Si la société employeuse est financée par des prêts de ses actionnaires, il leur suffira de demander le remboursement. Et la société privée de ces financements sera donc placée en liquidation judiciaire. Or, la liquidation judiciaire fournit le motif économique. Résultat du tour de passe-passe, on peut se séparer de l'ensemble de son personnel. Magique, non? Et les motivations de ceux qui demandent la liquidation n'ont même pas à être prises en compte. Tout est bien qui finit bien, donc, pour les actionnaires, pour les salariés, on repassera. Mais vraiment, la supériorité morale du droit des affaires se découvre surtout lorsqu'il s'allie avec le droit fiscal. La beauté du droit fiscal va fournir au droit des affaires encore plus de supériorité morale. Deux magnifiques exemples prouveront mon propos. Vous le savez tous, la corruption, c'est très mal. La France a même signé un traité international de lutte contre la corruption d'agents publics étrangers. Autrement dit, si une entreprise française corrompt un agent public, c'est sanctionné et la dépense de corruption ne sera bien évidemment pas déductible du résultat fiscal. Il ne faut pas pousser quand même, on ne va pas déduire la corruption de ses impôts. Oui, mais le Conseil d'État a quand même dit que si la dépense était à destination non pas d'un fonctionnaire étranger, mais d'un fonctionnaire français ou d'un élu, cette dépense qui aurait permis d'obtenir un marché public est parfaitement déductible. En somme, mesdames et messieurs les entrepreneurs, ne lésinez pas sur les pots de vin, vous paierez moins d'impôts. Et les politiques pourront financer leur campagne, leurs soirées, leurs moulins, et où, je dis et où car certains cumulent, leur riad. Tout est parfait car ensuite on pourra corriger ces mêmes élus avec un mandat de dépôt à l'audience et un aller simple pour la santé. On me dit que les intéressés ont été relaxés uniquement du chef de poursuite de corruption. Pardon, on a les victoires que l'on peut. Vous le voyez, la fiscalité donne donc au droit des affaires une supériorité morale. Et pour enfoncer le clou, j'en terminerai avec l'exemple le plus marquant de cette rencontre irréprochable entre le droit des affaires et la fiscalité. Il s'agit bien évidemment de la taxation du plus vieux métier du monde. Mesdames et messieurs, sachez qu'il s'agit là d'une activité économique à part entière. Pour l'administration fiscale et la jurisprudence, chez le proxénète, cette activité est imposée selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux. Et oui, il spécule sur le travail d'autrui. Et chez la, je cite, fille publique, selon une appellation que ne renierait pas Brassens, mais qui est celle du Conseil d'État lui-même, le raffinement va jusqu'à distinguer entre les modalités d'exercice de l'activité. A-t-elle un souteneur? Traitement et salaire. Est-elle vraiment indépendante? Bénéfices non commerciaux, car elle est dans cette catégorie attrape-tout, sans mauvais jeu de mots, du droit fiscal. Et l'on vérifiera même si elle exerce à titre occasionnel ou habituel, avec certaines conséquences fiscales attachées à cette distinction. C'est donc ce qu'il fallait démontrer, la supériorité écrasante du droit des affaires. Et encore, je ne vous ai pas parlé des parachutes dorés, des Golden Hello, offerts à coups de millions d'euros à des dirigeants dont la gestion est toujours irréprochable, surtout en termes de licenciement. Donc, quand je serai un vieux professeur conservateur ou réactionnaire, c'est ici une pente bien naturelle dans la profession, vieux professeur donc, comme notre bien-aimé et maître Georges Ripper, j'écrirai un ouvrage qui, je l'espère, fera sensation, La règle morale dans les relations d'affaires.
Mais pour l'instant, je me contenterai, après Danton, de retenir la conception morale que nous offre le droit des affaires, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Je vous remercie. De l'audace, encore de l'audace, mais vous avez raté le dernier paragraphe que j'avais mis sur votre petite note. Ben voilà, hein. Heureusement qu'il y a des publicistes pour rattraper le droit des affaires. Alors, Clément Matonat, le dernier arrivé parmi nos maîtres de conférence, va prendre le relais pour la remise des masters sciences économiques. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans cette salle vraiment splendide. Nous allons à présent remettre les titres de lauréats aux étudiants ayant obtenu leur master dans les mentions économie de l'entreprise et des marchés, économie appliquée et mention finance. J'invite pour cela Muriel Michel Clupot, Jean-Luc Prévost et Olivier Damet à me rejoindre, s'il vous plaît. Et nous allons accueillir progressivement sur scène les lauréats de ces 3 mentions. Nous allons tout d'abord distinguer le lauréat du master mention économie de l'entreprise et des marchés, parcours économie de la transition énergétique, environnementale et numérique. Et Olivier va remettre le prix à Monsieur Valentin Mathieu. Je vais applaudir chaleureusement. Ici pour la photo. Nous allons ensuite distinguer le lauréat du parcours ingénierie financière de marché et Olivier, encore une fois s'il te plaît, va remettre le prix à Madame Carla Chevrier. Poursuivons. J'appelle Madame Florence Delmas, responsable développement des compétences de la Caisse d'épargne Grand Est Europe, qui va remettre le prix du master mention finance, parcours banque des professionnels et management d'agence, avec Madame Muriel Michel Clupot et également Monsieur Jean-Luc Prévost, à Madame Romane Bourgeois. J'appelle à présent Monsieur Christophe Devigne, responsable formation à la Banque populaire Alsace-Lorraine Champagne, qui va remettre un prix avec Muriel Michel Clupot et Jean-Luc Prévost au lauréat du master mention finance, parcours chargé d'affaires entreprise à Madame Lisa Eléa Martin. Nous appelons à présent Madame Mésembourg, responsable d'activité RH, et Monsieur Scolari, responsable RH Lorraine Sud du CIC Est, qui vont remettre le prix du master mention finance, parcours négociation et ingénierie patrimoniale à Madame Charlotte Demanja. Nous poursuivons à présent avec Madame Lobez, responsable RH à la Banque Kolb. Madame Lobez qui va remettre le prix du master mention finance, parcours négociation et ingénierie patrimoniale, filière classique, à Monsieur Benjamin Charlois.
propose à présent que l'on prenne une petite photo, c'est ça, avec l'ensemble des membres. Pardon, c'est ça? C'est le temps pour ça. Très bien. Je propose à nos intervenants de regagner leur place. C'est à présent à Monsieur Patrice Adam, vice-doyen, ancien directeur de la mention, qui va remettre les titres de la mention droit civil. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous allons remettre les titres de lauréats aux étudiants ayant obtenu leur master en droit privé. Et donc j'invite le professeur Frédéric Stasiak, Madame Liliane No, Monsieur Nicolas Damas et Monsieur Jean-François Giquel à me rejoindre. Et nous accueillons sur scène les lauréats de tous les masters de droit privé, puisque sans eux, nous ne remettrons aucun prix. Donc je les invite à nous rejoindre sur scène. Alors, le professeur Frédéric Stasiak, qui a les responsables du M2, qui a l'incommensurable responsabilité, eh bien, va décerner le prix du lauréat du master parcours droit privé général à Madame Marilus Robert. J'appelle maintenant Maître Benoît Santoire, délégué de la Chambre nationale des commissaires de justice auprès de la Cour d'appel de Nancy, à nous rejoindre sur scène. Bonjour, maître. Vous allez décerner avec le professeur Frédéric Stasiak, encore lui, en qualité de directeur du diplôme, le prix au lauréat du master parcours contentieux à Madame Morgane Richard. J'invite maintenant Jean-François Giquel à venir remettre le prix du lauréat du master parcours Histoire du droit et conservation du patrimoine, ainsi que des ouvrages, tu les as avec toi, des ouvrages offerts par l'Institut François Génie, et le lauréat, Monsieur Alex Bastien. Alors, c'est étonnant, certains ont des ouvrages, d'autres pas. Je ne sais pas. Alors, j'appelle maintenant Maître Pierre Bruno, représentant la présidente de la Chambre interdépartementale des notaires, voilà, qui va remettre avec Madame Liliane No, directrice, un prix au lauréat du master parcours droit notarial à Monsieur Guillaume Lédinger. Et enfin, Maître Pierre Bruno remettra avec Monsieur Nicolas Damas, qui le dirige, le prix du diplôme supérieur du notariat à Madame Marjorie Potier. La phrase était donc on se regroupe pour la photo. On regarde en face de nous. On se risque, la vie est belle. Merci beaucoup. Alors, il me revient maintenant d'annoncer avec un très grand plaisir l'orateur suivant. C'est un émérite, presque une légende à la faculté de droit de Nancy, que j'ai d'ailleurs eu comme professeur à l'époque. Je doute qu'il s'en souvienne. Il n'a d'ailleurs aucune raison de s'en souvenir. Il terminait tous ses semestres d'économie politique par un poème en alexandrin. Il renoue ce soir pour vous, pour nous, avec la tradition. Je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements le professeur Alain Buzelet.
Mesdames et Messieurs les officiels, chers lauréats et chers parents, chers amis de notre faculté. Il y a 50 ans, je vous le dis ce soir, la fac me décernait le prix Lucien Brocard, récompensant une thèse de sciences économiques qu'un jury bienveillant avait trouvée tonique. Et pour bien commencer ma carrière d'enseignant, on me confia un cours au contenu exigeant, un cours d'économie pour non-économistes devant désinhiber nos étudiants juristes. Ainsi, régulièrement, dans notre faculté, nombreux étudiants, dans un parfait accord, écoutaient ma parole, découvrant en gaieté des cours d'économie qu'ils ignoraient encore. Très vite, ce petit monde, devenu une élite, a nié que mon cours puisse être irréaliste, une théorie pure et sans réalité, n'ayant but de former que des gens distingués. Mes propos, en finance, se voulaient très pratiques, en dépit, j'en conviens, d'un langage algébrique. Mais apprendre à gérer ce que vous n'avez pas est une tâche excellente pour qui vit ici-bas. Certains auraient par crainte, ce n'est pas un mystère, que notre discipline soit une science austère. Si tel était le cas, jugez, chers étudiants, du peu d'austérité dont fait preuve l'enseignant lorsqu'il vous met à nu la finance mondiale pour en montrer les risques aux conséquences fatales. Il ne dévoile plus seulement ses idées, mais offre à tout l'amphi le strip de sa pensée. Pratique et non austère, l'économie, en somme, est pour moi la seule science pouvant épanouir l'homme. Le droit n'en est jamais qu'un aspect dérivé. Là où il légifère, nous avons raisonné. Exemple. Plus qu'un consentement juridiquement libre, le mariage est pour nous le seul point d'équilibre résultant d'une micro-théorie de marché, même s'il est encore point d'interrogation pour ceux qui aujourd'hui hésitent à s'engager. Et notre théorie de la répartition évoque l'adultère, on ne peut le nier. Voici dans cette optique comment l'analyser. L'adultère, en latin, cela veut dire qu'en traite, on s'avance la nuit près du lit d'un autre être pour répartir en trois ce qui n'était que deux, qu'un seul et même profit selon la loi des cieux. Voyez, l'économie, ce noble don du ciel, nous apprend de la vie des choses sans pareil. Cette louange flattant la science économique, exprimée, il est vrai, dans un esprit caustique, doit ce soir laisser place à celle des lauréats. Avec mes chers collègues, en habit d'apparat, avec notre doyen, noble représentant de notre faculté aux multiples talents, et qui sait faire valoir qu'à l'université, la rigueur n'exclut pas de belles festivités. Je dis aux étudiants qu'en ce grand jour de joie, rien n'est fini pour vous, tout commence, je crois. Ne vous contentez pas, en ces temps incertains, d'accumuler des titres et autres parchemins. Chers amis lauréats, essayez de comprendre qu'un succès au diplôme commande d'entreprendre. Entreprendre pour être, mais aussi devenir, de nouveaux apprentis d'une culture plurielle, où tensions et violences doivent nous faire réfléchir sur l'art de bien gérer nos vies professionnelles. Le succès est toujours un enfant de l'audace. Celui qui n'ose pas ne peut être efficace. Souvent, les mots des hommes viennent de nos préjugés. Pensez-y, étudiants, à l'université, là où la sélection et ses modalités ne doivent en aucun cas exclure cette idée qu'il ne peut y avoir, quelles que soient les nations, une vraie réussite sans une motivation. Merci. Julien Lapointe va maintenant me remplacer pour la remise des masters sociales
pénal et affaires. Mesdames et messieurs, nous allons remettre les titres de lauréats aux étudiants ayant obtenu leur master en droit social, droit pénal et en droit des affaires. Pour ce faire, j'invite Madame le vice-doyen Pascal Etienneau, Monsieur Jean-Michel Gasser, Monsieur le doyen Olivier Cachard, Monsieur le professeur Bruno Pi et Monsieur le professeur Frédéric Stasiak à me rejoindre au centre de la scène. J'invite également les lauréats des masters en droit social, en droit des affaires et en droit pénal à monter à leur tour sur la scène. Madame le vice-doyen Pascal Etienneau, représentant le professeur Frédéric Géat, directeur, va récompenser le lauréat du master Parcours droit du travail et de la protection sociale, Madame Charlène Géda. Madame le vice-doyen Pascal Etienneau, toujours représentant le professeur Frédéric Géat, directeur, va récompenser le lauréat du master Parcours Dialogue social, Madame Karine Travali. Monsieur Jean-Michel Gasser, en sa qualité de directeur, remet le prix du lauréat du Master Parcours Juriste d'affaires internationales et européen, orientation magistère, à Madame Valentine Miosek. Le doyen Olivier Cachard remet le prix du lauréat du Master Parcours Droit de l'entreprise et des affaires à Monsieur Jérémy Martins. Le professeur Bruno Pi, co-directeur du master avec Geneviève Tillman, va remettre le prix du lauréat du master mention pénale, parcours droit pénal et sciences criminelles, à Madame Alice Sergent. Le professeur Frédéric Stasiak, co-directeur du master, va remettre le prix du lauréat du master mention pénale, parcours prévention du risque pénal, économique et financier, à Monsieur Bastien Conrault. J'invite tous les lauréats et les enseignants à se joindre au centre de la scène pour la photo finale. J'invite maintenant le professeur Jorenson Le à me remplacer pour la remise des masters droit public et sciences politiques. Mesdames, Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir participer à cette belle cérémonie. Nous allons la terminer en décernant les titres de lauréats aux étudiants qui ont obtenu leur master en droit public et en sciences politiques. Donc j'invite Étienne Criqui, Christophe Fardet et Fabrice Gartner à nous rejoindre. Et je demande sur scène les lauréats de ces masters, donc droit public et sciences. Le doyen Étienne Criqui, directeur, va décerner le prix de lauréat du master parcours métier du politique et de l'administration à Monsieur Briand Delingui. Et j'appelle Madame Anne-Mathilde Costantini, directrice, représentante de Madame Rosemarie Falk, présidente de l'Association des maires de Meurthe et de Moselle, à nous rejoindre sur la scène. Elle va remettre avec Christophe Fardet, représentant le directeur du master droit public et ressources naturelles, le prix du lauréat du master parcours droit public interne et international à Monsieur Samuel Huré.
Le doyen Fabrice Gardner, directeur, remet le prix de lauréat du Master Parcours Droit des contrats publics et de l'achat public à Madame Johanna Domecq. Le professeur Christophe Hardet, directeur, remet le prix du lauréat du Master Parcours Droit des énergies renouvelables et des ressources naturelles à Madame Marine Gravier. Voilà, et si vous voulez nous rejoindre pour la photo. Tous les ans, j'ai droit à un Dark Vador. Mesdames et messieurs, voici que s'achève, dans des délais plus raisonnables que ceux de l'année dernière, avec près d'1 heure d'avance, malgré les tracteurs. Quand on voit le nombre de personnes cet après-midi qui, dans les rues, photographiaient les tracteurs comme s'ils n'en avaient jamais vu de leur vie, on se dit en effet qu'il y a un problème avec l'agriculture. Voici que s'achève, disais-je, dans les délais plus raisonnables que ceux de l'année dernière, cette cérémonie, la 5e cérémonie du mandat de doyen, donc la dernière. Je vois que le silence que j'ai laissé courir a provoqué quelques réactions spontanées. La dernière. Ouf! On pensait quelques-uns. La dictature dénoncée par notre collègue Antoine Astin il y a 3 ans dans le cas 12 va finir enfin. Plus que 5 mois et on changera de doyen. Enfin, se disent les associations, on va pouvoir revendre des gâteaux dans les cours de la faculté. La dernière? Oh, dommage, on peut être pensé quelques autres, il va falloir trouver quelqu'un qui se dévoue. La question est alors, va-t-il ajouter la dernière de ce mandat? Ben oui, il l'ajoute. Oui, la dernière de ce mandat, parce que de toute façon, cette subtilité supplémentaire n'ajoute rien. Qu'il y en ait un deuxième ou pas, c'est bien la dernière cérémonie du mandat. Ah oui, je sais. Je joue avec vos nerfs. Ben pour une fois que c'est dans ce sens-là. La question se pose, oui, je me la pose, oui, on me la pose, mais ce n'est pas ce soir que je vais y répondre, car c'est la soirée des étudiants et ils sont totalement indifférents à cette question. Mais si la question de présenter ou non en mai prochain une candidature pour un renouvellement de la confiance de la faculté trouvera une réponse, cette réponse sera en fait alimentée par une autre question, que je formule en des termes très graves et très brutaux. Que va-t-on faire demain des jeunes qu'on nous envoie depuis les lycées? Que va-t-on faire des bacheliers? Comment va-t-on faire comprendre à des masses de jeunes qui s'orientent de plus en plus vers nous et dont tous les collègues constatent que majoritairement, ils ne comprennent rien à ce qu'on leur dit? Mais d'où vient le problème? Première partie. Et quelle solution trouver? Deuxième partie. J'annonce le plan clairement pour ceux qui se seraient déjà endormis. Premièrement, d'où vient le problème? Tout a commencé avec... Vous vous souvenez sans doute de ce gamin qui a occupé les médias pendant des semaines, qui est devenu une star.
Marion, pouvez-vous l'afficher, s'il vous plaît? Il est mignon. Ce n'était pas la première fois qu'un enfant était mis en vedette, mais avoué contre Jordi, affublé en cow-boy par des parents qu'on aurait dû déchoir de leur autorité parentale. Et une autre enfant célèbre, Brigitte Fossé, dans Jeux interdits, on avait déjà franchi un cap. Mais le mouvement était lancé. Inexorablement, l'enfant est devenu l'objet d'un culte, d'une adoration. La glorification du moindre de ses gestes, la fierté de parents devenus gâteux et surprotecteurs, la perfection qu'il incarne ont été mises au premier plan. L'enfant d'aujourd'hui est le centre du monde. Il est la vedette bruyante de l'apéritif cauchemardesque des soirs où l'on est invité. On va le coucher, mais on en parle encore pendant l'entrée. Les parents vont aller le rassurer pendant qu'il hurle au moment où l'on sert le plat, et il finit par revenir à table au bras de ses parents au moment du dessert. Cet enfant, dont le moindre déplacement est un déménagement, occupe tout le volume, à tel point qu'il faut aux parents un SUV pour l'aîné et un monospace dès qu'ils en ont deux. Celui qui passe sur Facebook en vidéo, avec cette légende, super fier de ma fille qui a appris à faire du vélo sans les roulettes en 2 minutes. L'enfant à qui l'on a fabriqué un costume de prince charmant qui figure sur Facebook avec cette légende. Aujourd'hui, je suis super fier de vous présenter le costume réalisé pour mon fils, réalisé sans patron, 100% récup. Et le gamin est en photo. Celui des parents qui montent sur le trottoir avec le SUV pour le déposer devant la porte de l'école, à défaut de pouvoir directement entrer dans la cour, pour que le chouchou ne fasse pas 10 mètres. Le chouchou à qui on porte son sac jusqu'à la porte de l'école, même s'il ne comporte qu'un pauvre BN. Sac dont il a choisi la couleur et la forme à coups de colère dans les rayons de supermarché. Tout cela, mesdames et messieurs, forcément a fini par déteindre sur l'éducation nationale. D'une école qui apprenait à travailler, qui apprenait à faire passer ses envies après ses devoirs, où le professeur était un passeur de savoir, on est passé à l'école qui ne connaît plus que 2 slogans, ne pas traumatiser et laisser s'épanouir. Une école qui a failli ne plus noter. Il s'en est fallu de peu qu'on remplace les notes par des smileys. Une école dont les programmes sont conçus aujourd'hui par des gens qui n'ont jamais enseigné. Ou, pire, qui ont enseigné. Il y a presque 15 ans, Jean-Paul Brigelli avait prévenu dans son ouvrage « La fabrique du crétin ». Gardez cette diapo jusqu'à ce que je vous le dise, j'ai fait une erreur dans l'enchaînement, c'est pas grave. Jean-Paul Brigelli dénonçait la dérive d'un système éducatif et soulignait qu'elle s'opérait avec les meilleures intentions du monde. Cet enfant, à qui il ne faut pas donner de devoirs, sous le prétexte fallacieux que tous les parents ne pourraient pas l'accompagner, celui qui jadis, comme sur cette photo, se faisait réprimander lorsqu'il avait eu une mauvaise note, est devenu, 50 ans plus tard, celui qui exige avec ses parents que le prof justifie la mauvaise note qu'il a osé mettre. Celui dont les parents vont attaquer devant le juge administratif une note de service du ministre indiquant dans quel cas une punition collective peut être infligée. Comment donc, mon enfant, une punition collective? Mais c'est la perfection incarnée, ça n'est pas lui. Celui qui peut impunément traiter un collègue de connard en 2008 sans encourir la moindre sanction, pendant que notre collègue, l'enseignant qui l'a giflé, bon, c'était une erreur, comparaît en correctionnel pour violence aggravée sur mineur. Celui qui, en 2018 à Créteil, pointe une arme factice sur un enseignant, se fait filmer, devient une star des réseaux sociaux, sans qu'on ait jamais pu savoir d'ailleurs quelle sanction lui avait été infligée. Celui qui, en 2019, vient livrer des hamburgers dans les cours magistraux de la faculté de Nancy,
pendant que la partie la plus idiote de l'amphi se gondole, avec la complicité de Google qui, pour toute réponse aux protestations des enseignants, floute l'enseignant au mépris de toutes les règles juridiques, les réseaux sociaux s'en donnant à cœur joie. Celui qui vient d'avoir le bac et dont les parents font une vedette sur les réseaux sociaux avec une légende. Oui, bravo! Oui, il a le bac, mais il ne sait pas lire. D'ailleurs, il n'a jamais rien lu. Il connaît que sa tablette, son ordi, son smartphone, les réseaux sociaux et YouTube. Il ne sait pas grand-chose du monde, ne connaît rien de l'actualité. Il ne sait pas grand-chose, mais il est génial. Sa parole est quasi divine. Il a même le droit de traiter la terre entière de bande d'abrutis en traitant les dirigeants de crétins, de se poser en représentant des citoyens du monde, portés au pinacle par les médias, reconnu comme un quasi-messie, même s'il a pris l'avion pour se rendre à l'ONU, au mépris de tout le bilan carbone. Cette charmante enfant, 15 ans ou à peu près, a-t-elle connu ce succès planétaire parce que son discours était juste? Non. Ben non. D'autres plus spécialistes l'avaient bien mieux dit qu'elle et bien plus tôt. D'autres ont cherché des solutions, en ont trouvé, les ont mis en œuvre. Elle ne sait pas que le trou dans la couche d'ozone qui menaçait dans les années 90 est en voie de résorption parce que les abrutis de dirigeants mondiaux, ces incapables, ont interdit les CFC. S'ils ne l'avaient pas fait, cette jeune Suédoise serait, comme nous tous, sur le point de rôtir. Son succès, elle le doit à sa jeunesse, parce qu'elle est l'héritière de Jordi, la descendante de ce monde qui croit que l'enfant est roi, qu'il pense mieux que nous. Et l'on trouve logique partout dans le monde ces jeunes gens qui font grève de l'école pour protester contre le réchauffement climatique, comme si le bilan carbone allait s'améliorer quand on n'apprend plus rien. Alors qu'ils sont pour la plupart du temps incapables de citer le nom d'un seul des dirigeants qu'ils critiquent. Ils manifestent ces merveilleux enfants, mais en se prenant en photo sur leur smartphone, et leurs parents continuent de les admirer. Et ils encouragent des mouvements écologistes comme Extinction Rébellion qui montrent, après son départ, son respect de l'environnement en redécorant les lieux publics. Quelle solution alors ? Quand un amphithéâtre de première année me dit ne pas comprendre l'expression « eu égard », ne pas comprendre « il est prétendu que », ne pas comprendre le mot « civilité », quand il n'emploie pour tout verbe que dire, faire et être, quand on se rend compte en lisant une copie que certains confondent Nations Unies et États-Unis. Non, mais Donald Trump, en secrétaire général de l'ONU, il faut quand même avoir de l'imagination. Et quand surtout, on a, comme beaucoup de nos collègues ici, présudé un jury de baccalauréat et mesuré la désespérance des collègues du secondaire, on est forcément inquiet. Aujourd'hui, Michel Demurger montre comment on a progressé dans la fabrique du crétin digital, les jeunes étant gavés de tablettes dès l'âge de 2 ans, et les responsables régionaux se rengorgeant parfois à l'idée délicieuse de donner une tablette à chaque lycéen, comme s'il fallait encore en ajouter. Si c'était encore pour chercher l'information, mais non, nos bacheliers savent se servir d'Internet, mais ne savent pas surfer et ne font aucune différence entre la mer lisse d'une information sûre et la vague destructrice des fake news. Oh tiens, je viens de faire une métaphore, mais je ne suis pas sûr que certains s'en seraient rendus compte. Lorsque cet enfant roi arrive ici avec ses approximations divines et sa nonchalance glorifiée, qui deviennent brutalement chez nous des carences, qu'il est confronté à cette bande d'extraterrestres qui m'entourent, ces extraterrestres qui parlent français, qui exigent l'emploi d'un mot et pas d'un autre, qui raisonnent de façon logique, mathématique, syllogistique, ils sont étonnés. Quand ils se rendent compte qu'ils ne sont plus le centre du monde, mais qu'ils sont perdus au milieu de centaines de génies comme eux, ça pique. Quand on ne leur dit pas « je suis fier de vous »,
ou qu'on leur dit uniquement après 3 ans de travail et un premier succès, sans leur reconnaître de mérite s'ils n'ont fait qu'essayer, ça décourage. Quand la faculté ne répond plus à leurs demandes de dérogation, quand on n'en passe plus par leurs 4 volontés, quand on n'en note plus les épreuves sur 24 pour augmenter le taux de réussite, c'est difficile, hein. Quand il faut apprendre au long cours, quand il faut se remettre en cause, se concentrer pendant des heures, ça déroute. Quand ils font, en un mot, s'adapter au monde alors que jusque-là, ils s'étaient adaptés à vous, c'est flippant. Et il n'y a pas beaucoup d'autres explications au décalage de niveau. On devrait leur dire « fais autre chose, chez nous tu n'as aucune chance ». Ou plutôt même on devrait leur dire « non ». Mais c'est pas possible, c'est interdit. Dire la vérité aux étudiants, c'est politiquement incorrect. J'en ai fait les frais. Le site du diplôme contrat public comportait une mention relative à la sélection et indiquait « la candidature n'est pas retenue ». Vous le voyez à l'écran, si le candidat apparaît insuffisamment motivé, s'il a déposé la candidature pour la forme, pour rester près de papa et maman, ou de sa petite copine ou petit copain, ou comme roue de secours. Bon, pire encore. Une autre formule a déclenché les réactions. Si vous postulez pour une place et que votre tête ne revient pas au recruteur, vous ne serez pas recruté. C'est pas faux, hein. Il n'y a pas beaucoup d'entretiens d'embauche qui se passent derrière une glace sans teint, avec un miroir qui ne réfléchit pas à l'image du candidat, avec un micro qui déforme la voix. Mais une collègue universitaire, dont je tairai le nom, qui n'est pas de la maison, a alors déclaré sur les réseaux sociaux « C'est d'autant plus choquant que la fac doit normalement se détacher des dogmes du monde du travail pour ne pas conformer ou se conformer, mais instruire et être un passeur de savoir. Oui, on n'est pas là pour préparer les étudiants à la réalité du monde. Non, 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 non. Nous devons toujours les en procéder. C'est à croire que parmi les crétins qui étaient en fabrication à l'époque de Jean-Claude Brielli, certains ont accédé à l'éducation nationale comme enseignants. Mais si vous avez compris que nous disons la vérité à nos étudiants, si vous avez compris que nous sommes des passeurs de savoir, mais que jamais nous ne serons des passeurs d'illusions, vous aurez aussi compris toute notre difficulté de faire comprendre les choses à ceux qu'on a précisément entretenus jusqu'au bac dans l'illusion de leur talent. Alors, faute de dire non, on dira oui si. Quelle belle invention. Je veux m'inscrire chez vous. Oui, si. Oui, si quoi? Mais si tu acceptes, jeune recrue, de suivre un semestre ou 2 de remédiation, enfin de rééducation, quoi, si on veut être plus exact, pour que l'on puisse te réapprendre à lire. Non pas que tu ne saches pas déchiffrer, mais je ne comprends pas ce que tu dis. Qu'on te réapprenne à écrire, à raisonner, à connaître le monde, à réfléchir plus qu'à réagir, à chercher, à trier, à être logique, tout ce qu'on ne t'a pas appris jusque-là. Comment arriverons-nous demain à ne plus jeter les passagers par-dessus bord sans bouée? Comment arriverons-nous à gérer ce problème qu'on nous demande de régler? Comment, en 1 an, en bac plus, nous pourrons remettre les jeunes gens face à la réalité sans les décourager pour autant? Si l'on ne sait pas répondre à la question, je crains qu'après avoir été dur d'être bébé, il soit définitivement dur d'être un adulte. Si la faculté ne peut pas trouver des solutions parce qu'elle ne le veut pas, je sais qu'elle le veut, ou pire, parce qu'elle ne le pourrait pas, la question posée au départ de mon exposé aura trouvé sa réponse. En attendant, merci à tous ces jeunes gens qui ont été récompensés ce soir et à leurs camarades présents ici. Merci d'avoir brillé. Merci d'avoir compris très vite que le monde ne vous attend pas et que vous n'en serez les conquérants qu'après lui avoir prouvé votre utilité. Merci à vous, jeunes gens, de nous avoir fait confiance. Nous sommes parfois durs avec vous, mais nous ne vous trahissons jamais et nous ne vous trahirons pas.
C'est notre manière à nous de vous dire qu'on vous aime. Devant vous qui avez si bien réussi, en subissant tant d'épreuves et en ne vous décourageant pas, que je reste doyen importe peu, l'essentiel, et nous vous avons de vraies raisons de l'être, et que nous soyons fiers de vous. Je vous remercie. Il nous reste à vivre les moments les plus agréables en nous transportant dans un autre bâtiment, celui qui vous a été indiqué pour partager le verre de l'amitié. Merci à tous de votre participation. La cérémonie est levée.